Nouvelle rentrée pour une nouvelle école, pour décarboner son entreprise. Bonjour Éric Jeux. Bonjour. Vous êtes donc le fondateur d'un nouvel institut, qui est l'Institut français des études supérieures digitalisées, l'IFZ, et sa formation dont on va parler aujourd'hui adresse les entreprises sur le sujet de la décarbonation. Comment on va s'y prendre dans votre cursus pour apprendre à décarboner ? Alors le sujet de la décarbonation, c'est un sujet qui s'impose absolument, d'autant plus cet été avec les nouvelles annonces du GIEC. Il y a une urgence absolue pour la transition écologique et la décarbonisation des activités. Et ça veut dire qu'il y a une forte sensibilité aujourd'hui des entrepreneurs sur cette thématique, mais ils ont peut-être encore besoin d'outils. Ils ne savent pas forcément comment faire, on parle beaucoup, mais le comment n'est pas totalement évident. Et en fait, en France, on est très bien placé pour avancer, pour proposer des choses et pour être particulièrement en avance sur ce sujet. Or, pour les entreprises, c'est plutôt un sujet qui fait peur et sur lequel on a beaucoup de mal à se positionner. Donc, notre formation, finalement, elle est faite pour les cadres d'entreprise, pour qu'ils apprennent à prendre le sujet en main et à l'inscrire dans leur activité et surtout à le marketer, finalement. Mais c'est quoi, ça va être un enseignement très théorique comment ça va s'organiser, s'agencer ? Parce que chaque entreprise a des problématiques très particulières. À la fois très particulière, et puis en même temps, c'est toujours la gestion de l'énergie. Un tronc commun, voilà. Mais ensuite, l'application, la mise en pratique peut être beaucoup plus personnalisée. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que l'enseignement qu'on propose, c'est essentiellement, disons que la moitié de l'enseignement, c'est des cas pratiques. Donc, on regarde des cas pratiques sur différents types d'activités, que ce soit dans les technologies, la construction, le tertiaire, parce que le tertiaire produit aussi beaucoup de carbone. Voilà, donc dans chaque activité, on regarde quelles sont les problématiques et comment on les résout. Donc en partant, en fait, effectivement, d'un tronc commun où on apprend donc, quels sont les enjeux. Parce que finalement, on en entend beaucoup parler. Ce que je veux dire, on est quand même déjà informé sur ces sujets. On est informé, mais est-ce qu'on comprend vraiment ? On sait que c'est du CO2, on sait qu'on en produit trop, bon, mais c'est quand même des termes très, très vagues. Est-ce qu'on sait, par exemple, qu'en France, quand on dépense 1 euro, en France et en Allemagne, on produit 2 fois d'énergie, 2 fois moins de CO2 en France qu'en Allemagne, 4 fois moins qu'en Chine. Donc vous voyez, il y a des éléments d'information qu'on n'a pas qui font que rapatrier de la production en France, c'est déjà diminuer très très fortement la production de CO2. Il y a tout un tas d'éléments de réflexion, d'engagement qui permettent d'avancer très vite finalement, de se positionner très vite et les entrepreneurs, les entreprises ne le savent pas forcément, elles ont beaucoup de choses à faire. Et donc c'est une formation professionnelle, ça veut dire que ça va être resserré sur un temps court ou alors au contraire étalé sur une année ? Comment vous l'organisez cette formation ? C'est en 3 parties en fait, on fait 3 sessions. En gros, c'est un engagement à chaque fois de 16 heures par partie et ça s'étale sur 2-3 mois. C'est un peu à la carte, hein. Comme tout est en ligne, les gens font leur... Alors c'est 100% virtuel ? Complètement, tout est fait à distance. Voilà, 100% digitalisé, 100% virtuel, avec des outils en fait d'enseignement qui sont un peu modernes, qui mélangent... Il y a des profs, entre guillemets, des formateurs, ou c'est vraiment du e-learning avec des outils de contenu plutôt pour que les gens puissent, en fait, pour que les gens puissent faire ça à leur main quand ils le peuvent, évidemment, tout est enregistré. En revanche, il est prévu des sessions d'interaction, donc sur les cas pratiques, les élèves, les étudiants font leurs cas pratiques quand ils le souhaitent, ils les renvoient, et puis ensuite, il y a des échanges sur les tenants et les aboutissants de ces cas pratiques. Donc, c'est un mélange, finalement, de... Et comment allez-vous vérifier l'assiduité de ces professionnels ? Parce qu'ils peuvent très bien dire, oui, j'ai suivi la formation, j'ai coché la case, et puis finalement, pas avoir fait ou vu grand-chose. Alors, Les mauvais élèves, il n'y en a pas qu'à l'école. C'est clair. Mais bon, d'abord, le certificat est donné si, donc pour chacune des parties, les certificats sont donnés lorsqu'ils ont balayé l'ensemble du cursus, bien entendu. Alors, les technologies permettent en fait de suivre énormément ce que font les choses, hein. On le dit souvent, on est surveillé par les technologies, mais c'est vrai. Donc, c'est très difficile d'être devant une plateforme et d'aller
d'allumer son écran et de ne rien faire pendant des heures. C'est pas très intéressant en plus, autant suivre la formation. Donc non, en réalité, au contraire, hein, les gens seront extrêmement suivis. Et puis il y a tous ces cas pratiques qui font qu'à chaque étape, finalement, ils doivent écrire, rédiger, faire des calculs, les rendre. Et donc ils sont notés sur ces qui sont éléments. les formateurs que vous avez sélectionnés pour parler de cette décarbonation très concrète? Donc, moi déjà, je suis dans ce sujet-là depuis plus de 10 ans, hein, puisque ça fait 10 ans que je produis des énergies renouvelables et que je m'intéresse à ces sujets-là. À travers quelle activité? Donc, j'ai une entreprise qui a construit des centrales photovoltaïques et qui entretient et qui exploite des centrales photovoltaïques. Et donc, je regarde ces sujets-là et puis tous les sujets des énergies renouvelables depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Donc, c'est des sujets que je maîtrise plus que bien, je pense, hein, et qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien, justement, dans ces énergies renouvelables. Et puis, à côté de moi, j'ai d'autres personnes, donc Eva Kalman, qui est une économiste, qui est spécialisée de la réglementation, et elle qui va donc apprendre à nos apprenants comment exploiter, comment utiliser la réglementation sur la transition écologique, puisque l'État aide, l'État finance, l'État regarde certaines choses et pas d'autres. Donc, il est très important, quand on veut rentrer dans ce sujet-là, de le faire dans le bon sens, finalement, en suivant la réglementation, en identifiant comment elle va évoluer aussi et en bénéficiant éventuellement des aides d'État qui sont relativement nombreuses et de plus en plus nombreuses. Alors, au départ, votre idée, c'était d'ouvrir pour cette rentrée la première véritable maths sup 100% digitale, c'est-à-dire une classe prépa. Mais complètement virtuel. Et puis, finalement, ça ne s'est pas fait parce que vous êtes arrivé un peu tard, peut-être pour intégrer Parcoursup. Je ne sais pas, vous allez m'expliquer pourquoi. Mais moi, ce qui m'intéressait de discuter avec vous, c'était le changement peut-être d'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui, où on sait que les jeunes ont de plus en plus besoin de retourner en classe. Alors, j'avais identifié la maths sup comme la première étape pour proposer un enseignement digitalisé parce que c'est un enseignement qui est complètement abstrait, dans lequel on travaille sur du papier avec un stylo, donc qui n'a pas besoin de manipuler, de présence, de contact pour se faire très bien, et sur lequel, au contraire, on peut proposer, avec ces outils d'enseignement nouveaux, un suivi de l'étudiant individuel qui lui permet finalement de progresser et de ne pas être perdu en maths sup. Ce qui est terrible, enfin, c'est que si on n'est pas bien le lundi, eh bien, le vendredi, on a perdu toute une semaine de cours ou tout un mois. Et donc, c'est finalement, il y a beaucoup d'étudiants qui n'atteignent pas leur potentiel parce qu'ils n'arrivent pas à suivre le rythme à un moment ou à quelques moments dans la scolarité. Avec les systèmes d'enseignement actuels, on peut suivre pratiquement heure par heure le fait que l'étudiant a compris qu'il est là ou qu'il y a un petit truc qu'il a pas saisi et donc le lui redonner tout de suite. Et donc, l'enseignement virtuel, enfin digitalisé, permet de faire tout ça de façon extrêmement fluide, ce qui est beaucoup plus difficile finalement à faire. Donc vous restez toujours sur cette idée de la proposer en 100% virtuel, cette maths sup peut-être pour la rentrée prochaine? Je suis toujours sur cette idée. En revanche, et en discutant avec tout un tas d'étudiants, je me suis effectivement rendu compte que d'abord, ils ont eu une expérience effroyable cette année. Pratiquement dans toutes les écoles, mais dans toutes les écoles publiques où ils ont été privés d'école et ça s'est pas bien passé. Les outils n'étaient pas là, les professeurs n'étaient pas formés aux outils, les professeurs n'étaient pas formés aux nouvelles méthodes qu'il faut employer. Finalement, on s'est aperçu que ça ne correspondait pas au désir d'égalité des chances qu'on imaginait. Exactement. Bon, donc à suivre, Éric, on verra comment ce projet évolue. Vous êtes fondateur de l'IFZ, je le rappelle, donc un institut qui propose désormais une formation pour décarboner son activité. C'est l'heure de notre talk, donc je vous l'ai dit, on a un impondérable, donc le sujet que j'avais prévu pour vous aujourd'hui n'est pas possible. Je vous passe en rediff la bataille sur les nouveaux moyens de paiement.